cette rencontre, comme ça a été fait, ça a été présenté, c'était de faire le lien entre le droit de l'environnement, qui est un ensemble de règles juridiques, à la fois nationales, internationales et communautaires, et des normes et directives techniques, mais qui sont applicables à la gestion des hydrocarbures liquides et gazeux, autrement dit des ressources pétrolières et gazières. Et il est important pour tout pays d'avoir des ressources financières pour pouvoir gérer son activité économique. Et le pétrole et le gaz sont effectivement des conditions et des chances. C'est la raison pour laquelle la gestion doit être faite de manière optimale, mais tout en respectant les règles environnementales. Et nous avons des normes nationales, en commençant par la Constitution, le Code pétrolier, le Code gazier, le Code de l'environnement et tous les textes sectoriels. Tous ces textes ont été adoptés en vue de respecter la gestion qui a été prévue au niveau national. Mais le Sénégal est également signataire de conventions internationales. Ces conventions sont absolument importantes, il faut les prendre en compte dans l'exploitation pétrolière et gazière. Et c'est ce que le pays essaie de faire depuis un certain temps. Et ce n'est pas facile. Vous avez entendu les questions qui ont été posées, l'application des règles, les difficultés, les questions financières, les questions de justice, les questions de transparence, parce que dans la Constitution, depuis 2016, il y a eu de nouvelles normes qui ont été instaurées pour que le principe de transparence soit pris en compte dans la gestion de toutes les ressources naturelles, y compris les ressources pétrolières et gazières. Je pense que cela est en cours et le respect de ces normes sera un gage de sécurité et un gage de développement durable. On a donné comme référence pour le Sénégal le plan Sénégal émergent à l'horizon 2035. Et ce plan constitue, comme vous le savez, un instrument de planification au niveau national pour que le Sénégal puisse atteindre ses objectifs. Et on a aussi parlé des objectifs de développement durable, les ODD, au plan international, qui visent un peu au plan stratégique l'atteinte des objectifs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura le respect des orientations stratégiques, mais en plus le respect des normes nationales, des normes internationales, mais il faut corriger les lacunes. Les lacunes, c'est toutes les difficultés qui se manifestent durant l'application des règles. Mais les lacunes concernent aussi le contenu des normes qu'il faut quelquefois adapter. C'est la raison pour laquelle, en plus des normes qui s'appliquent directement, il y a des accords qui sont signés. Et j'ai donné l'exemple de l'accord Sénégal-Mauritanie sur le gaz. Et cet accord doit être appliqué dans le respect des normes nationales des deux pays, mais également dans le respect des bonnes pratiques. On a vu les normes et directives au plan international, comme la SFI, ou même les normes et directives de certaines compagnies pétrolières qui peuvent être appliquées dans certains cas. Alors tout cela constitue ce que j'ai appelé un package. Et ce package est très vaste. C'est vrai qu'il est quelquefois technique, mais il faut le comprendre pour pouvoir aller dans la mise en œuvre nationale. Et ensuite, et c'est par là que j'avais terminé, il y avait le volet régional. Ce volet régional, c'est que le Sénégal n'agit pas seul. Il est en Afrique de l'Ouest. J'ai pris l'exemple de la Convention d'Abidjan, qui désormais lie des États allant de la Mauritanie jusqu'à l'Afrique du Sud. Et tous ces États, en signant les conventions, ils s'engagent. Et cet engagement porte sur le principe de transparence, le respect des règles environnementales dans toutes les phases des opérations, à la fois l'exploration, l'exploitation et la gestion de ces ressources. C'est en ce sens que c'est un défi. Et c'est ce que nous avons essayé de présenter aujourd'hui sur invitation de l'Académie des sciences et techniques pour discuter de manière large avec le public, car c'est une science publique. Le concept de dividende démographique, en général, quand on en parle, paraît très complexe, mais il ne l'est pas. Prenez par exemple
un ménage sénégalais moyen qui a 10 enfants, 3 adultes, et avec le temps, ces enfants grandissent, entrent dans le marché du travail, et vous commencez à avoir plus de travailleurs que de consommateurs. C'est ça l'idée. Avec les changements démographiques que nous avons, les Sénégalais sont en train d'avoir de moins en moins d'enfants. Et quand la fécondité, la natalité baisse, le nombre d'enfants commence à se réduire et relativement, la part des travailleurs dans la population augmente. Et c'est ça qui libère des ressources qui peuvent être investies pour appuyer les efforts de développement. En fait, dans ma présentation, ce que j'ai montré, c'est que, en fait, pratiquement 95% du déficit que nous avons provient des enfants, des jeunes de 0 à 30 ans, qui constituent la majorité de la population. Déjà, on a près de 50% de la population âgée de moins de 18 ans. Et cette partie de la population ne produit pas nécessairement, mais consomme. Et quand cette population diminue, relativement à ceux qui travaillent, des ressources sont libérées pour être investies. C'est ça le dividende démographique. Mais ça, c'est le premier dividende qui dépend seulement du changement de structure de la population. Quand ces jeunes qui sont en train d'arriver sur le marché du travail ont un travail décent qui leur permet de satisfaire les besoins de base de leur famille et d'eux-mêmes et de mettre quelque chose de côté, vous commencez à avoir ce qu'on appelle le deuxième dividende démographique parce que ces gens vont pouvoir bénéficier d'une retraite plus prospère dans l'avenir. Donc c'est maintenant le premier dividende démographique. Le deuxième dividende, c'est pour l'avenir et pour le développement durable. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à investir pour pouvoir bénéficier de cette manne que le premier dividende démographique est en train de semer et en train de générer. Dans le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, pour la deuxième phase, c'est très bien explicite là-bas, c'est vraiment le capital humain. C'est la qualité de cette masse de jeunes, parce qu'on peut avoir beaucoup de jeunes, mais si seulement une minorité de ces jeunes jeunesse a les compétences qu'il faut pour travailler et pour compétir sur le plan international. Parce que là, maintenant, c'est un problème de compétition. Chaque pays est en train de compétir avec tous les autres pays, même s'il y a la coopération. Donc, ce sont les capacités, les compétences de la force de travail qui, vraiment, c'est la base de la prospérité. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, le dividende démographique, c'est que vous avez cette compétence en masse qui vous permet... Parce que quelqu'un qui est compétent, souvent n'attend même pas qu'on lui crée un travail. Cette personne, surtout quand l'État, avec ses projets de support à l'entrepreneuriat, tous ces jeunes compétents vont se débrouiller pour trouver un travail et pour se créer un travail eux-mêmes. Donc moi, je pense que c'est ça. La base, vraiment, c'est la compétence, c'est l'éducation, c'est la santé, des gens bien nourris, bien éduqués et qui sont à même de compétir sur le plan international.